Bonjour à tous, donc Gilles Salito, je suis conseiller en agriculture biologique depuis 20 ans. Voilà, donc je travaille au service des agriculteurs du département, donc ce que je vais vous présenter, ce sont des références locales. Les cultures associées, donc c'est une thématique qui est travaillée de manière régulière en agriculture biologique. Elles partent d'un constat qui est un constat assez simple. Voilà. Tout d'abord, je voudrais saluer donc, le premier travail qui a été fait il y a une dizaine d'années donc, par les ADANGER, notamment Cor et Lou, qui avaient travaillé sur des associations de cultures protéagineuses céréales, c'était du blé, dans des systèmes conventionnels. Ce qu'on mettait en évidence à l'époque, c'est que la diversité spécifique, traditionnellement, dans nos systèmes de culture, elle est travaillée à l'échelle de la rotation, des cultures qui se succèdent, et que quand on met en place au sein de la même parcelle diverses espèces, on peut bénéficier des interactions beaucoup plus importantes et potentiellement ici d'intérêts très très significatifs. Donc les travaux qui avaient été faits à l'ISA d'Angers portaient notamment sur la maîtrise du désherbage. Donc c'est quelque chose que, comme d'autres, j'ai pu observer et qui m'a beaucoup intéressé. Cette diversité sur les cultures associées, ça fait aussi penser peut-être à l'exposé qu'on a écouté tout au départ sur les couverts végétaux. Pourquoi travaillerait-on la diversité des couverts végétaux et s'interdirait-on de mettre plusieurs espèces dans une même parcelle en vue de la récolter? Alors en agriculture biologique, les associations de culture, elles ont différents objectifs. Elles posaient aussi des questions intéressantes. Tout d'abord, pour l'agriculteur, les agriculteurs auprès de qui on a travaillé, c'était la question de est-ce que ce sera tout aussi productif que des cultures séparées physiquement d'une parcelle à l'autre? Est-ce qu'il y aura des intérêts sur globalement la maîtrise des maladies, des ravageurs? C'est vrai que pour nous, en bio, ce n'est pas forcément la première entrée. Par contre, une question essentielle, c'est est-ce que par les associations de culture, on pourrait avoir un meilleur contrôle des adventices? Et puis au final, est-ce que les cultures ne seraient-elles pas plus faciles à conduire techniquement au champ, avec peut-être cerise sur le gâteau, une récolte qui pourrait être de meilleure qualité? Alors donc les travaux se font chez des agriculteurs qui ont des rotations relativement longues. En agriculture biologique, une rotation c'est minimum 7 ans. Bien souvent, c'est plutôt 8, 9, 10 ans. On a l'habitude de dire que les rotations bio partent évidemment avec des cultures qui enrichissent le sol en azote et qu'au départ, bien évidemment, on a un stock d'azote, de poules d'azote disponibles important qui va, bon an, mal an, sur la rotation s'atténuer et qu'inversement, on l'observe régulièrement dans les parcelles bio, l'effet azote de départ et puis l'effet d'une prairie temporaire d'une luzerne a aussi un effet sur l'enherbement des parcelles. Et pourquoi revient-on au bout de 8 ans, 9 ans sur une légumineuse ou une prairie temporaire? Tout simplement parce qu'on a besoin de recharger le sol en azote et peut-être aussi de limiter un petit peu l'évolution de l'enherbement des cultures. Voilà, donc on est sur une rotation bio dans laquelle on positionne juste après la prairie temporaire ou la luzerne toutes les cultures qui sont les plus exigeantes en azote, le colza, le maïs, même si du colza il s'en fait très très peu, des betteraves, des légumes de plein champ. On a des relais de rotation et puis des fins de rotation avec des cultures qui sont peu exigeantes. Et c'est l'atout de l'agriculture biologique, c'est de pouvoir cultiver des cultures qu'on rencontre relativement peu en conventionnel, comme le seigle, l'avoine, le triticale, qui ont extrêmement et qui ont tout leur intérêt, notamment dans les associations. Donc la place des associations, on imagine, par rapport au fait qu'on va pouvoir, entre guillemets, valoriser des milieux qui seront peut-être moins fertiles, c'est de positionner ces associations plutôt en deuxième, troisième partie de la rotation. Ça, c'est extrêmement important. On ne met pas d'association aussitôt une luzerne retournée. Alors voilà un résultat intéressant d'une expérimentation conduite ici dans le département de l'Oise en 2015. Au début, on a été très curieux et on s'est dit, les plantes qu'on pourrait avoir
sont des plantes, des céréales avec des comportements très différents. Un blé, c'est voisin des triticales, c'est voisin d'une avoine pour une date de semis qui peut être tout à fait comparable à l'automne. Pour autant, au niveau végétatif, un blé, concrètement, c'est plus tardif qu'un triticale, c'est aussi assez tardif pour l'avoine, mais au niveau du pouvoir couvrant, au niveau du comportement végétatif, on a des plantes qui sont très très différentes. Et notre objectif, dès le départ, ça a été de comprendre un petit peu quelles étaient, finalement, pour une févrole qui serait la culture recherchée, quelles seraient les plantes qui pourraient être associées avec la question de la densité de semis de l'une par rapport à l'autre. Donc les févroles sur cet essai ont été semées à 30 grains mètre carré. Et comparé à une févrole pure, donc nous avons associé du blé, du triticale, de l'avoine, et on voit clairement que, en fonction de la densité de la céréale, on a évidemment de toute façon une compétition qui s'exerce sur le niveau de rendement de la févrole. Plus la densité de la céréale est importante, et plus le rendement de la févrole est relativement modeste. Pour autant, ça a été extrêmement intéressant de voir que par rapport à une févrole pure, sur l'aspect propreté des parcelles, on a un effet extrêmement intéressant, savoir que les parcelles ont un pouvoir couvrant et étouffant qui est sans commune mesure par rapport à des févroles seules. La difficulté en bio quand on cultive des protéagineux, que ce soit des févroles, des pois, c'est qu'à l'approche de la moisson, ces cultures jaunissent, pâlissent, perdent leur couleur. Et toutes les adventices qui sont présentes au sol, évidemment, on retrouve la lumière. Et souvent, ça peut se traduire par des parcelles très sales, alors qu'elles avaient pu être relativement propres jusqu'au mois de juin. Voilà. Conclusion donc, de ce premier essai qui est extrêmement instructif, c'est donc évidemment, quand on met deux cultures dans une même parcelle, le rendement se partage au final entre les deux espèces que l'on va mettre en place en association. Entre le blé et le triticale, l'avoine, des aptitudes à être associées différentes liées à la biologie des espèces. On a vu là sur la févrole d'hiver, le blé est très rapidement au printemps dépassé par la févrole qui pousse très très haut. Par contre, sur le triticale, on voit qu'il y a un développement un peu assez synchrone entre le développement du triticale et de la févrole. Voilà, des comportements assez différents. L'avoine, par contre, elle, on le sait, hein, elle tale énormément et devient extrêmement compétitive, très très fortement compétitive. Vous voyez que même avec des densités relativement limitées en nombre de grains mètre carré, on a des rendements qui sont en céréales extrêmement importants. Donc l'intérêt de nos travaux pour les agriculteurs biologiques du département, ça a été d'essayer de dire, ben voilà, si on ne sait pas cultiver seul des févroles et que tous les gens, ce sont des champs de kénopodes dans lesquels on récolte de la févrole, la voie de l'association est probablement une voie intéressante qui permettrait de simplifier le travail au moment du semis et peut-être derrière d'avoir une compétition vis-à-vis des adventices qui permettent de conjuguer la présence de la févrole à la récolte et la maîtrise de l'enherbement. Ça a été donc notre première démarche. Alors la disponibilité en azote, c'est devenu très très vite un élément de réflexion majeur. Bon, beaucoup d'agriculteurs bio, entre guillemets, cultivent des associations. Et la difficulté, c'est que probablement, souvent, on ne dispose pas d'un indicateur qui est pourtant un indicateur essentiel, qui est la disponibilité en azote au moment où on sème l'association. Et alors, à dessein, j'ai pris en 2016, à l'automne 2016, le parti de semer le même essai entre de l'épeautre et du lentillon. Le lentillon, c'est une lentille d'hiver qui a besoin d'être tutorée par une céréale. Donc souvent, on peut la tutorer soit par le seigle, c'est ce que font les gens dans la Marne, et nous, plutôt localement, ici, dans le département de l'Oise, le tuteur, c'est fréquemment le grand épeautre. Et donc j'ai pris le parti chez deux agriculteurs avec des antécédents culturaux très différents. Chez l'un, c'était un anté-précédent luzerne. On avait un reliquat sorti hiver qui était pharaonique. On avait 200 unités. Et chez le deuxième, on était dans une situation beaucoup plus classique. 60 unités de reliquat. Donc voilà, on sème la même densité dans les deux parcelles de seigle ou d'épeautre avec du lentillon. C'est à peu près 80 kg de chacune des céréales. Et qu'est-ce qu'on voit ?
Là, j'ai envie de dire que c'était un essai qui vous voulait plutôt démonstratif, mais que d'un côté, alors qu'on avait de très très bonnes levées des lentillons et des céréales dans les deux parcelles, d'un côté, on a récolté que de la céréale, et de l'autre côté, par contre, le rendement était évidemment bien mieux partagé entre le lentillon, la légumineuse et la céréale. Voilà. Donc très rapidement, on a eu d'autres références où les collègues semaient sur leur plateforme. Donc là, c'était dans le Pas-de-Calais, à Carvin, une situation où, en plus, l'agriculteur, puisque c'était une plateforme de céréales, avait mis, en complément d'un reliquat sortie-vert qui était déjà conséquent, hein, avait mis 3 tonnes de vinasse. Et donc on constate que là, alors que les poids avirons, poids d'hiver, avaient extrêmement bien levé, la concurrence engendrée par l'Amistar, qui est donc une orge d'hiver, est extrêmement forte et diminue fortement le résultat, d'où la conclusion que quand on a autant d'azote en bio, l'association ne se justifie pas. Voilà. Ce que je dis aux agriculteurs biologiques, c'est que bien souvent, il manque de cet indicateur. Et quelquefois, on fait des associations en pensant que l'association est la solution facile, entre guillemets, qui leur permettra de dégager des résultats techniques en sécurisant le rendement du protéagineux. Et puis les agriculteurs sont quelquefois un petit peu déçus de voir qu'à la récolte, il n'y a quasiment que de la céréale, alors qu'on avait investi dans une semence de protéagineux qui coûte quand même relativement cher. Alors toujours donc, dans le département de l'Oise, en 2016, chez un producteur bio converti au tout début des années 2000, on avait mis en place un essai avec des micro-parcelles, on les voit bien, où on voit les céréales, et devant vous, vous avez la parcelle de févrole seul. Alors j'ai mis, c'était une févrole seule, mais associée à plusieurs centaines de vulpins mètres carrés. On voit pas trop, on voit un petit peu, on devine, je pense, les vulpins. On voit aussi des sanves. Résultat, concrètement, 16 quintaux de févrole à la récolte. Et à côté, vous voyez, donc dans la même parcelle, juste à côté, févrole triticale, on met 100 grains mètre carré de triticale avec la même densité de févrole, et le rendement donc, est de 27 quintaux, dont 20 quintaux de févrole. Voilà. Quand on met en avant ces résultats, clairement, pour beaucoup d'agriculteurs bio, il est devenu presque une évidence que la févrole, dont les résultats techniques sont aussi extrêmement handicapés par les étés de plus en plus chauds et le climat qu'on a ici dans le nord de la France, la févrole, elle a tout intérêt à être associée à une céréale pour sécuriser aussi son rendement. Et là, au niveau vulpin, c'est vrai qu'il y avait quand même, je ne veux pas vous le cacher, des vulpins dans la parcelle où on avait une association hydrotriticale, mais c'était évidemment sans commune mesure avec ce qu'on pouvait voir à gauche. On va me dire, l'agriculteur qui est bio, dans vos hypothèses, il est toujours obligé de trier. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on trie? Est-ce qu'on trie deux espèces qu'on va séparer et pouvoir valoriser économiquement, ou est-ce qu'on trie des mauvaises herbes avec une culture dont le rendement est plutôt hypothétique? Alors la question, c'était aussi, finalement, ça a été travaillé dans les Pays de la Loire, c'est travaillé à l'heure actuelle, je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté au webinaire qu'organise Arvalis, c'est travaillé actuellement dans la Drôme, c'est le fait de mettre en place des févroles dans des céréales. Est-ce que ça peut jouer aussi un aspect positif sur l'obtention de la qualité des blés à la récolte? Alors, dans nos essais où nous avions donc des céréales d'hiver avec donc des févroles d'hiver, voilà un résultat d'essai qui a été mis en place dans le département de l'Oise. Le rendement est évidemment extrêmement modeste, c'est une année pas très favorable. Et pour autant, on voit que les teneurs en protéines des céréales, donc c'est dans le cas présent du blé, sont significativement au-delà de ce qu'on peut avoir avec le blé cultivé seul. La difficulté, clairement, c'est à la moisson. À la moisson, quand on trie des associations, en général, les légumineuses à grosses graines sont très propres. Donc dans les trieurs que les agriculteurs bio dans le département ont, en général, ils n'ont aucun problème pour avoir des légumineuses très propres. Par contre, on peut avoir des éclats de grains, des éclats de févrole qui, quelque part, se retrouvent dans la céréale
et peuvent quelque part provoquer aussi des réfractions. Et le meunier, en général, lui, il préfère avoir de la céréale toute seule. Voilà. Dans nos régions, bien souvent, jusqu'à maintenant, les agriculteurs se sont trouvés seuls face à l'objectif d'obtenir un tri de qualité. Les coopératives, progressivement, maintenant, offrent aussi des systèmes de tri, complémentaires. Il y a d'autres régions en France, notamment dans les Pays de la Loire, où on vend aux agriculteurs biologiques des associations toutes faites. Et derrière, les coopératives, les organismes stockeurs ont adopté des systèmes de tri très performants qui permettent de séparer, d'isoler séparément les blés issus d'associations avec l'idée que ce sont des blés dont les teneurs en protéines sont sensiblement plus élevées que celles qu'on peut avoir sur des blés cultivés seuls. Alors là, on a un rendement extrêmement faible du blé. On voit que les teneurs en protéines sont relativement élevées, mais en bio, c'est pas fréquent du tout d'avoir des teneurs à 13,5 de protéines. On se démène quelquefois avec des blés dont les teneurs en protéines sont plutôt autour de 10, 10,5. Et le demi-point, voire le point de protéines qu'on peut gagner avec l'association est peut-être quelque chose d'intéressant par rapport à la satisfaction des marchés quand on sait la différence de prix qu'il peut y avoir entre un blé meunier et un blé fourragé en agriculture biologique. Alors les associations, donc, on les a beaucoup travaillé au départ sur la question donc, des protéagineux, févrole, pois, avec des céréales. C'est une thématique qui tente à diminuer. Pourquoi Parce que désormais la réglementation en bio sur l'alimentation des animaux oblige les fabricants d'aliments du bétail à se tourner vers des sources de protéines beaucoup plus riches que le pois et la févrole, donc le soja qu'on commence tout doucement, timidement à cultiver dans nos régions. Et donc il y a un petit peu aussi des affections vis-à-vis des févroles, eu égard au fait que la productivité des févroles, depuis quelques années, elle est complètement en berne dans notre département, mais c'est vrai pour le bio comme pour le conventionnel. Alors les agriculteurs bio ont dit le réchauffement climatique est là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pourquoi pas cultiver maintenant avec de la chaleur des espèces qui jusqu'à maintenant étaient un petit peu illusoires. Donc il s'est cultivé là depuis 10 ans en agriculture biologique dans le département donc juste de l'Oise, un peu dans l'Aisne, des lentilles vertes, des lentilles de printemps qui s'appellent Anicia. Et l'idée, on voit le résultat technique d'une exploitation ici dans le département de l'Oise, autour d'une tonne de lentilles, avec habituellement cette lentille associée à une plante compagne qu'on appelle la cameline. La cameline, c'est quoi ? C'est une cousine du colza, une petite crucifère qui pousse à peu près à 80 cm, 1 mètre de hauteur. La particularité donc, de la cameline, c'est qu'elle est semée en même temps que notre lentille verte. Elle donne, alors comme elle se met en même temps, on la sème à la profondeur de la lentille, c'est-à-dire à 3 cm de profondeur. Et comme c'est une toute petite graine, quand on met 3 kg de cameline, l'idée c'est d'essayer d'avoir 20-30% de levée de cameline pour offrir un tuteur intéressant pour notre lentille. Voilà. Les contraintes, c'est que les crucifères, au printemps chez nous, depuis quelques années, ont fort à faire avec les dégâts de migette qui souvent ravagent entièrement la cameline. Donc la cameline, elle perd de ses aptitudes en tant que plante compagne et quelquefois même refleurit très tardivement avec des décalages de maturité. La levée de la cameline en elle-même est très aléatoire. Donc la question, c'est comment pourrait-on faire et peut-on se passer véritablement de l'association avec la cameline ? Donc là-dessus, on a travaillé avec des agriculteurs sur des alternatives par des céréales de printemps. On a travaillé sur différentes céréales de printemps, l'orge de printemps, le blé de printemps, et là encore du grand épeautre, donc du grand épeautre de printemps. Il y a une variété qui est actuellement disponible qui s'appelle Virtas. L'idée donc a été de comparer ces différents plants tuteurs. Comme pour les céréales d'hiver, on s'est rendu compte que l'orge de printemps, si c'est une plante qui est extrêmement intéressante sur l'aspect couvrant, elle est probablement beaucoup trop concurrentielle par rapport au blé. Et donc les rendements de la lentille avec de l'orge de printemps sont souvent en retrait, ou alors il faut diminuer de manière très 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 forte la densité de l'orge de printemps. Avec le blé de printemps, c'est beaucoup plus souple.
La difficulté, là encore, c'est comment valorise-t-on et comment trie-t-on, comment peut-on trier ces graines. Évidemment, il y a plus de difficultés à trier des céréales avec de la lentille qu'on peut avoir avec de la cameline, dans la mesure où la grosseur d'une graine de cameline, c'est comme une luzerne, hein, donc une toute petite graine, et qu'elle se trie extrêmement facilement. Voilà, ce qu'on peut constater là encore, c'est que dans les régions où il se fait, dans le sud-ouest, pas mal d'associations, la quasi-totalité des lentilles sont associées avec du blé de printemps. Là encore, ça repose sur des moyens technologiques pour pouvoir, à la récolte, séparer parfaitement le blé de la lentille, mais ça n'est pas, entre guillemets, mission impossible pour autant, et les progrès sont réalisés dans certaines coopératives qui permettent d'envisager aussi ces cultures dans un proche avenir. Alors les associations, pour l'instant, ce dont je vous ai parlé, c'est plutôt des cultures qui sont récoltées en même temps. L'idée des associations qui a été travaillée depuis 7-8 ans nous a été, entre guillemets, suggérée par un ingénieur dans le sud-ouest de la France, chez Arvalis, qui s'appelle Régis Elias, dont vous avez peut-être entendu parler un petit peu des travaux, lequel Régis Elias est parti avec l'idée de proposer des itinéraires en agriculture biologique de semis de céréales dans des couverts de luzerne vivants. Voilà, donc ça c'est quelque chose pour lequel beaucoup d'agriculteurs bio, entre guillemets, considèrent que ce serait le Graal. Le Graal de l'agriculture biologique, ce serait d'arriver à trouver des systèmes dans lesquels on minimiserait complètement le travail du sol et on pourrait tirer parti un petit peu des associations. Donc, dans le département de l'Oise, on a présenté les travaux auprès des agriculteurs du département pour leur dire, voilà, en gros, ce qu'on a vu quand nous sommes rendus dans le salon de l'agriculture biologique dans la Drôme. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a des agriculteurs dans le département qui ont dit, banco, pourquoi n'essayerons-nous pas, nous aussi, de s'approprier ces techniques? Donc on a la chance d'avoir des agriculteurs très participatifs, c'est un petit peu le propre de l'agriculture biologique, hein. Toutes les avancées techniques se font avec les agriculteurs, sont validées par eux. Donc là, on est parti sur l'idée l'an dernier de mettre en place un dispositif assez intéressant. On le voit, hein, on sème donc dans un premier temps une céréale de printemps, ça aurait pu être une céréale d'automne, et le semis de la luzerne au printemps dans cette céréale d'automne. Là, c'était parti sur une initiative, on va semer au printemps donc un petit épeautre avec un écartement de 32 cm, et le tracteur, guidé par un GPS, permet un mois plus tard de semer la luzerne en interrant sur l'espace donc des 32 cm, en rang alterné avec notre céréale. Voilà en gros le dispositif tel qu'il a été mis en place donc, en 2020. À la récolte, donc l'année d'après, voilà, 11 mars, on voit la photo à peu près de la parcelle. On voit ici le blé avec de part et d'autre donc notre luzerne. La première difficulté à laquelle on doit se confronter, c'est que quand sur un semoir d'un agriculteur conventionnel, quand on sème des espèces comme le grand épeautre, déjà on a en semant tous les rayons, on a déjà pas mal de mal à mettre la densité qu'on veut en épeautre, parce que l'épeautre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grain vêtu, donc dans le semoir, il faut arriver déjà à mettre 100, 130, 140, 150 kg sur certains semoirs, c'est déjà compliqué. Alors quand on veut mettre la même densité sur un rayon sur deux, là pour le coup, c'est quasiment mission impossible. Donc on a eu un souci qui peut trouver une solution techniquement assez facile, hein, qui a été déjà de mettre la bonne densité par rapport, qui était l'objectif d'une densité normale, un rang sur deux. Voilà, donc ça c'était quelque chose. Premier constat, la disponibilité en azote, ça a été un facteur essentiel. Donc on a mesuré le reliquat dans la parcelle l'an dernier au mois de février-mars. Et on a constaté que dans cette parcelle, clairement, il n'y avait pas beaucoup d'azote disponible. Donc on s'est posé la question de savoir quel serait le développement de la céréale, tenant compte du fait qu'il n'y avait que très peu d'azote disponible. Alors la démarche entreprise ici dans le département de l'Oise est intéressante, puisque avec l'appui de l'Agence de l'eau, on a pu proposer à un constructeur de matériel agricole qui se trouve à la Neuville-sur-Oudeuil, une société qui s'appelle Mecamat. On a pu proposer de nous concevoir un broyeur
un broyeur interrang pour entretenir donc cette luzerne. Le constat qu'on fait sur la première année, c'est que c'est une année évidemment extrêmement compliquée. Régis Elias met en avant que le système de la restitution de l'azote par la légumineuse ne trouve vraiment son efficacité qu'après 1 ou 2 années de broyage régulier, où on enrichit suffisamment le sol. La première année étant la plus compliquée, elle était d'autant plus compliquée que l'an dernier, il a plu tout le temps au printemps et tardivement en été. Ce qui donne finalement à peu près cette photo-là d'une céréale mélangée avec de la luzerne au moment de la récolte. La seule possibilité de récolter dans ce cadre-là, c'était de faucher, d'endéner et puis de revenir battre la céréale dans un deuxième temps. Voilà. Donc voilà, grosso modo, un petit peu mon travail auprès des agriculteurs, mené avec les agriculteurs, avec toujours l'idée de tirer parti un petit peu de ces cultures associées pour essayer de faire progresser un petit peu nos connaissances en agriculture biologique. Merci beaucoup, Monsieur Salito. Quelles sont les questions dans la salle? Oui, bon, moi je suis très nouveau en agriculture biologique, donc j'étais très intéressé par la théorie. J'ai pris une bonne tôle l'année dernière avec 0 quintot de lentilles, comme beaucoup de collègues. Donc 3 quintaux de seigle, ça paye pas grand-chose. Donc je comprends la logique d'essayer d'allonger la rotation par les associations. Mais finalement, quand on voit l'impact économique des associations, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas un peu compliqué parce que finalement on met 3 tonnes de fiente à l'automne et puis on fait du blé et puis en fait ça va très bien. On sait toujours le vendre, il n'y a pas besoin de le trier. Et puis après on fait une rotation plus courte et puis on revient en luzerne. Et voilà. Je pense que le propre de l'agriculture biologique, c'est que les états du milieu sont extrêmement fluctuants en fonction des termes de la rotation. C'est par là que j'ai commencé mon exposé. Quand il n'y a plus beaucoup d'azote dans le sol, le fait de cultiver une céréale en association avec un protéagineux, pourquoi est-on des teneurs en protéines plus importantes? Tout simplement parce que tout l'azote disponible dans le sol l'est pour une densité de céréales beaucoup plus limitée. Et l'idée en bio aussi, c'est d'essayer d'avoir un petit peu ce système. Les associations sont aussi quelque part des assurances récoltes. Alors c'est vrai que l'an dernier, c'était certainement pas, pour celui qui se lançait dans la lentille, entre guillemets, une année de réussite. Ça a été la pire année qu'on ait connue depuis 10 ans. Quand je vous ai montré la chronologie, on a eu 2020 qui était probablement la meilleure année lentille, et puis 2021 la pire année qu'on ait pu connaître. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée de faire des lentilles dans nos régions par rapport à ce que ça peut avoir comme intérêt économiquement aussi sur l'entreprise, quoi. Mais c'est vrai que la connaissance de la fertilité des parcelles est un indicateur extrêmement fort et que de manière probablement paradoxale, on n'a pas suffisamment de mesures en agriculture biologique sur la disponibilité en azote pour les cultures au printemps. Et que probablement cette connaissance permettrait peut-être d'être un petit peu plus précis sur l'utilité ou pas de mettre des associations en place, et puis les proportions des céréales associées avec les légumineuses pour essayer d'optimiser un petit peu les résultats techniques en culture. Voilà. Quand il y a beaucoup d'azote, on a montré nous, qu'avec 40 grains de triticale au mètre carré, un peu comme en relais cropping, où on est capable de faire quasiment 70-80% d'un triticale en densité pure. C'est quand même assez bluffant en tant que tel, quoi. Et l'an dernier, les résultats des associations, autant ils ont été extrêmement décevants sur les lentilles, autant sur les associations avec des protéagineux, notamment des févroles, étaient plutôt très très bons, quoi. Et l'an dernier, c'était une année assez atypique, on a eu de l'eau et donc pas de stress sur les févroles, donc les potentialités de ces protéagineux étaient très très bons à la récolte, quoi. Bien, merci beaucoup. Nous allons passer à la conférence suivante par Guénolé Bouche.